On va passer au football avec la première ligue avant d'avoir Yacine au téléphone. Les résultats marquants de cette sixième journée. Leicester qui bat Tottenham 2 buts à 1. Manchester City qui étrille Watford 8 buts à 0. West Ham qui bat Manchester United 2-0. Arsenal qui revient de loin et qui bat Aston Villa 3 buts à 2. Et Liverpool dans le choc du week-end qui bat Chelsea à l'extérieur 2 buts à 1. Ah oui. Oui, ah bah, il est à l'antenne. Il est en direct. C'est Yacine qui est avec nous. Salut Yacine. Salut les amis, salut à tous. Comment tu vas? Ça va très très bien et vous? Ça va, ça va. On va parler foot anglais avec toi. Riyad commence pas. Là, Riyad. T'es vraiment. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour ceux qui nous regardent en live ou pour ce truc. Riyad me regarde avec un grand sourire. Oui, je pense que tu vas te faire chambrer. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire de Riyad? Ouais, mais qu'est-ce qu'on va Je faire? pense que là, avant la fin de l'année, je vais lui proposer un octogone. Hein. Je pense que c'est la seule issue. Bonne idée, très bonne idée. On va sponsoriser tout ça. Sponsorisé par le Bisport. Yacine Riyad sur un octogone. Moi, je viendrai avec plaisir. Moi, tout le bord de Manchester. Genre, on sera ensemble. Bon, en tout cas, Yacine, juste avant de te donner la parole, le classement rapidement. Liverpool leader avec 18 points, deuxième Manchester City avec 13 points, et puis on retrouve Leicester à la troisième place à égalité de points avec Arsenal. 11 points pour les deux formations, et puis un peu plus loin au classement, Tottenham, Manchester United et Chelsea avec 8 points. Yacine, j'avais une question concernant déjà la course à la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on avait sélectionné ou on avait prédit que ça allait jouer entre Arsenal, Tottenham, Manchester United, Chelsea. Mais est-ce que des équipes comme Leicester, comme West Ham, que j'ai pas cité, peuvent se mêler à la course vu ce qu'on a vu ce week-end? Il faudra voir, il faudra faire un premier bilan à l'issue de la fin de la période de fin d'année et avec la traditionnelle période de Boxing Day. Et je pense que c'est à cette période-là qu'on devra faire un premier bilan pour cette course à la Ligue des Champions. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour émettre des jugements sur ce très très bon début de saison de la part des Foxes, mais également de West Ham. Mais il faudra voir surtout que ces deux équipes ont un grand avantage par rapport à toutes les autres qu'on a citées, que ce soit Tottenham, Manchester United ou encore Chelsea, voire même Arsenal. C'est que Leicester et West Ham jouent uniquement un match par semaine. Oui. Donc les compétitions nationales à gérer. Donc s'ils continuent sur cette très très belle lancée depuis le début de saison, pourquoi pas? Mais pas s'enflammer les amis, cette première ligue est tellement folle qu'il faudra vraiment faire un premier bilan à fin décembre, début janvier, pour voir si Leicester et West Ham sont toujours là. Parce que rappelez-vous de l'année dernière, du très bon début de saison de Wolverhampton. Et bon, ils ont continué quand même sur un niveau très très intéressant tout au long de la saison. Mais à partir de janvier-février, même décembre, on a vu qu'il n'y avait plus aucune chance pour eux de se batailler pour la Ligue des Champions. Et ils ont eu une qualification à la Ligue Europa. Et peut-être que ça sera également l'issue pour Leicester et West Ham. Et ce serait déjà une très belle chose de voir un de ces deux clubs en Europa League l'année prochaine. Donc à voir. À voir effectivement Yacine. Avec toi, on va s'intéresser au choc, au gros match du week-end, Chelsea-Liverpool. Avant d'aborder ton like Yacine, un mot déjà sur ce que tu as pensé globalement de cette rencontre en termes de niveau. Ah, Yacine? Oui. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Oui, je disais que avec toi, on va Je vous entends très très mal. Ouais, tu nous entends mieux? Allô? Ah, c'est bon là, je vous entends mieux. C'est bon. Super. Donc je disais avec toi, on va s'intéresser au match Chelsea-Liverpool. Et avant de s'intéresser à ton like, un mot sur le niveau global de cette rencontre. Très très bon match. Très bon match au niveau de l'intensité, au niveau du rythme, ce qu'on avait déjà évoqué en amont vendredi lors de la dernière émission du Bisport. Et c'était un match vraiment très très concluant de la part des deux équipes où tout au long, petit à petit, on va dire, au cours de la rencontre, il y a eu de plus en plus d'ascendants
que ça soit physique, que ça soit technique, que ça soit également tactique de la part de Liverpool. Mais un Chelsea intéressant. Un Chelsea également à 2-0 qui n'a pas baissé les bras, qui a même mis de gros doutes envers Liverpool dans le dernier quart d'heure de jeu quand N'Golo Kanté a réduit le score à 2-1. Et voilà, ça laisse quand même de bons présages pour Chelsea sur la suite du championnat. Et pour Liverpool, Liverpool est un solide concurrent pour le titre. On le savait déjà avant le début de saison. Mais là, c'est historique. Hein. Jamais un club de première ligue n'a gagné ses 6 premiers matchs de championnat. C'est fait de la part de Liverpool cette année. Quand on sait que leur objectif, vraiment, ce qui devient limite obsessionnel de gagner ce championnat, commencer avec ce début de saison-là, c'est vraiment mettre toutes ses chances en avant pour gagner ce titre. À voir encore désormais sur les premiers peut-être coups durs de Liverpool. Ça sera peut-être pas au niveau du jeu, mais ça sera peut-être au niveau des joueurs et de l'effectif, parce que émettre autant d'énergie et de densité physique à chaque rencontre, que ça soit en Première Ligue ou même en Champions League, donc tous les 3 jours, il peut avoir un petit peu de casse à un moment ou à un autre. Et si par exemple un Mohamed Salah ou un Sadio Mané, un Roberto Firmino ou même un Van Dijk ou Robertson se blesse, ça peut être vraiment très on va dire, pourrait mettre vraiment en place les cartes pour la compétitivité de Liverpool, parce que vraiment la grande qualité des Reds cette saison, c'est aller, on va dire, un effectif de 13-14 joueurs. En dehors de cela, c'est vraiment des joueurs de rotation, vraiment même de backup, mais Klopp tourne vraiment à aller avec 13 joueurs. Donc attention à eux de ne pas avoir de la casse pour continuer à entamer cette dynamique qui est vraiment affolante. J'ai rarement vu fin septembre une équipe aussi impressionnante sur le plan de la densité physique et sur le plan du jeu en Première Ligue. Riyad, sur le niveau de ce match. J'ai pas suivi toute la rencontre, normalement elle était quand même agréable. Ouais. Liverpool, comme a dit Yacine, c'est impressionnant. Et j'ai pensé la même chose que Yacine, à savoir jusqu'à quand ils vont continuer à avoir une aussi grosse débauche d'énergie à chaque match. Surtout qu'en Ligue des Champions, ils ont perdu. Et quand tu mets autant d'énergie en perdant, la récupération elle est plus difficile. C'est 2 fois plus difficile de revenir quand tu perds que quand tu gagnes. En Première Ligue, ça va bien. Je pense, on l'a dit la dernière fois, que c'est leur objectif de cette année, quitte à même faire tourner un ou 2 joueurs en Ligue des Champions quand ça ira un peu moins bien en Première Ligue. Ouais. Enfin, quand physiquement ça sera un peu plus difficile. Mais moi, impressionnant, comme a dit Yacine. Ouais. Impressionnant. Rito, t'as regardé le match Liverpool-Chelsea? J'ai regardé vite fait. Ouais. Pas beaucoup, j'ai regardé Ouais. vite fait. Mais t'en penses quoi globalement de l'équipe de Liverpool? Ça t'impressionne toi aussi? Bien sûr, ça m'impressionne parce que déjà, c'est une équipe, ils ont une bonne cohésion de groupe. Ouais. Et ça dans le football, c'est très important. Quand une équipe, le groupe vit bien, genre, ils ont confiance, chacun fait les efforts l'un pour l'autre. C'est des matchs de très grandes équipes. Ouais. Après, comme on sait, en Première Ligue, c'est difficile. Ouais. Donc, franchement, l'équipe de Liverpool, franchement, moi en tout cas, ça ne m'étonne pas parce que je joue au foot et je sais de quoi ce genre de groupe-là il peut faire dans une saison. Franchement. Ouais. L'expérience de Drito pour le bisport. Non, mais en tout cas, Drito nous parle du groupe, mais il a raison, parce que même l'an dernier, qui les qualifie, enfin, il les qualifie pas, mais voilà, qui est décisif en demi-finale face au Barça, c'est les remplaçants. Origi, Origi, Shaqiri, Wijnaldum aussi. Wijnaldum, ouais. Donc voilà, ils devront compter dessus quand pour les titulaires ça ira un peu moins bien. Et ça, Klopp, il le manie très bien. Très bien. Voilà. Ouais. Yacine, on va s'intéresser à un joueur de Liverpool plus particulièrement. C'est l'objet de ton like. C'est Alexander-Arnold, déjà une référence à son poste. Quel joueur cet Alexander-Arnold, ça fait mal que ça impressionnant. Pardon? Vas-y. Ça fait mal que ça fasse United, celui-là.
Eh oui, c'est dommage, Riyad, mais il faut vraiment reconnaître le talent de ce latéral qui est vraiment d'un niveau de jeu déjà à son jeune âge. C'est impressionnant tant il est complet, que ce soit sur le plan défensif, mais également sur le plan offensif. On a vu la capacité de marquer et de mettre même des belles frappes comme ce week-end et son but contre Chelsea. Mais en dehors de cela, c'est un parfait contre-attaquant. Liverpool, avec Alexander Arnold, a pour moi en ce moment le meilleur latéral droit du monde, alors qu'il est tout jeune, alors que il est à quelques saisons en professionnel, et c'est vraiment fabuleux ce parcours de ce petit jeune que Klopp a vraiment mis en avant de manière vraiment progressive. Petit à petit, il l'a installé dans le groupe professionnel. Petit à petit, il l'a installé dans le groupe de rotation. Et à force de faire ses preuves et à force d'enchaîner des prestations de haute volée, Alexander Arnold est désormais le titulaire de l'équipe de Liverpool au poste de latéral droit, titulaire également en Angleterre. Et les amis, pour vous faire un peu un topo, c'est quand même bien que l'Angleterre ait autant de latéral droit de haut niveau. Entre Alexander Arnold, entre Walker, entre Trippier et avec aussi le petit Wan-Bissaka de Manchester United, c'est très très rare qu'une sélection nationale, quand on connaît la crise des latéraux, par exemple en équipe de France, que une sélection ait 4-5 latéraux de haute qualité sur un même poste. Et l'Angleterre là, et Alexander Arnold est le plus jeune de cette liste-là, et les titulaires indiscutables de cette équipe. Et vous allez voir, très grosse saison il va faire à Liverpool, que ce soit sur le plan individuel et collectif. Et ça s'annonce également un très très bel euro pour lui, l'euro 2020 avec la sélection anglaise. À coup, vraiment à surveiller ce latéral droit, tant sur le plan offensif que défensif, parce que sa qualité de centre, ça fait très très longtemps que j'ai pas eu un latéral centré de manière aussi qualitative et avec aussi peu de déchets qu'Alexander Arnold. Donc vraiment, il est vraiment un sucre. Ouais, les gars, vous êtes d'accord avec l'avis de Yacine? Ouais, largement, et on peut voir aussi de l'autre côté, on peut rajouter Robertson. Absolument. Robertson, la percée qu'il fait à la fin du match, là, où il dribble de 3 joueurs, techniquement c'est impressionnant, avec toute l'énergie qu'il a laissée pendant les 90 premières minutes, parce que lui aussi, comme Alexander Arnold, c'est sans cesse des allers-retours. Et techniquement, en termes de technique de centre, c'est parfait. C'est jamais fait, il centre jamais pour centrer. C'est toujours bien précis. Ouais, il y a quelqu'un, l'appel est bon, mais le centreur aussi est excellent. Regarde, au PSG, tu peux avoir, avec Cavani, il peut faire les plus grands appels du monde. Si c'est Kurzawa, la balle, elle sera en tribune K, tu vois. Donc, ça, c'était gratuit. Plutôt tribune G, parce que vu qu'il est à gauche. Ça, c'était gratuit. Oui, mais j'adore ça. Mais voilà, non, mais c'est fou. Mais après, tu parles d'Alexander Arnold. Nassourdine m'a spécifié que Attal était meilleur. Non. Tu crois que moi, je vais dire qu'un Algérien est le meilleur latéral du monde? Ah, bah, c'est vrai que tu n'es pas lucide. Tu n'es pas neutre. Donc, voilà, ah, non, mais c'est ce que tu m'as dit. Donc, moi, je transmets à Yacine comme un messager un peu. Bien évidemment, mais voilà, les gens qui suivent le Bisport et Yacine vont très bien voir que tu racontes que des cracks. Mais bref, Yacine, on va rester sur ce match et on va s'intéresser un peu plus à Chelsea. Voilà, nouvelle défaite, nouveau match sans victoire pour les Blues. Est-ce que on se dirige vers une saison vraiment galère? Je sais que je t'avais déjà posé la question vendredi, mais là, avec ce résultat, ça va être compliqué là pour les hommes de Lampard. Hein. C'est compliqué sans être, on va dire, alarmant. Parce que, à contrario, par exemple, de Tottenham ou de Manchester United, Chelsea est intéressant dans le jeu. Chelsea propose quelque chose. Pose quelque chose à chaque rencontre. Pour l'instant, en fait, ils ont un manque cruel d'efficacité et de réalisme. Mais cette efficacité et ce réalisme, il vient surtout par rapport à la jeunesse de cet effectif qui manque cruellement d'expérience avec Tommy Abraham, avec Mason Mount, avec également cette défense centrale très très jeune, très friable. Et quand on parle même par exemple d'un Kepa qui a été acheté à coût vraiment faramineux l'année dernière,
il est très très jeune également. Donc l'ensemble de cet effectif va grandir ensemble, mais je ne pense pas qu'elle va galérer. Peut-être qu'elle ne répondra pas aux objectifs du club qui est au moins d'être dans le top 4 et de se qualifier en Ligue des Champions, mais je pense que dans le jeu, je pense également dans le contenu, semaine après semaine, il y aura des matchs vraiment très très intéressants. Ça sera peut-être aussi un peu en dents de scie du fait de cette jeunesse, mais au moins les supporters de Chelsea verront une équipe qui commence à grandir, qui commence à se construire. Et j'espère donc pour les supporters de Chelsea que Roman Abramovich, qui est à la tête de ce club, fasse confiance à Frank Lampard, ne regarde pas la forme, mais plus le fond, de voir ce jeune entraîneur, ancienne légende du club, fasse une belle philosophie de jeu et une belle identité avec un retour d'une certaine identité britannique de ce club qui manque cruellement sous l'ère Abramovich et dont là les supporters sont très très heureux de revoir. Donc laissons-lui le temps de travailler, laissons cette jeune génération se mettre en place et je pense que Chelsea sur la durée redeviendra un club très très compétitif, pas cette saison, mais sous un délai de 2-3 ans, si Frank Lampard vraiment a les moyens de travailler, l'équipe peut être vraiment très très prometteuse sur la durée. Drito, juste après je te donne la parole, Riyad. Drito sur Chelsea, je t'ai vu un peu réagir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je suis pas trop d'accord avec Yas, il a dit l'équipe manque, il a dit d'espérance. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'anciens, il y a pas Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, tout ça, ça veut rien dire. Pour moi, Tammy Abraham, il fait une bonne saison. Il assume ses responsabilités sur le terrain, malgré son jeune âge aussi. Hein. Et chacun doit assumer son rôle sur le terrain. C'est pas une question d'expérience ou pas d'expérience. Ça veut rien dire pour moi. Pour moi, c'est tout. C'est la première saison en première ligue, hein, les amis. Première saison en première ligue, première saison titulaire dans son club formateur. Ouais, je sais. Il est à quelques matchs à peine dans l'élite professionnelle qui est la première ligue. Rappelons que l'année dernière, il était quand même en championship. Donc voilà, peut-être que pour toi, l'âge n'est pas un facteur. Mais le constat est là, il a encore très très peu de matchs de haut niveau. Et des fois, par exemple, le face-à-face qu'il rate en début de rencontre, je ne sais pas si vous vous rappelez, contre Liverpool hier, le face à un moment qu'il se procure, ça, quand tu as 30, 40, 50, après quand tu as 100 matchs de première ligue, ce face-à-face, tu arrives à gérer tes émotions, tu arrives à gérer également ta course et tu gères mieux cette action que cette précipitation pièce qu'il y a eu face à Adrien. Mais aussi, c'est vrai ce que tu dis, mais aussi des joueurs de haut niveau qui ont quoi, plus de 15 ans ou même voire même 20 ans en pro qui ratent quand même des face-à-face. Ça veut rien dire. Bon, après non, t'as pas compris le truc, Si, j'ai compris, t'as dit, ouais, il n'a pas assez d'expérience en première ligue. C'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. C'est un exemple en fait, c'est un exemple d'une occasion qui gérera mieux avec un petit peu plus de bouteilles. Là, il a été promulgué titulaire, vraiment indiscutable de Chelsea. Il n'y a même pas de la rotation avec Olivier Giroud. Il est jeune, autour de lui c'est également très très jeune. Quelqu'un comme Mason Mount aussi et a là même moins de 10 matchs de première ligue. Il faut vraiment laisser le temps à ces joueurs-là parce que c'est pas avec autant de jeunesse et autant de jeunesse surtout associée et connectée qu'on doit attendre des résultats impressionnants dès le début. Rappelez-vous, je sais pas, par exemple à titre d'exemple, la jeune génération d'Arsenal sous l'ère Arsène Wenger, quand il y a eu les Nasri, quand il y a eu toute cette belle génération qui est arrivée en première ligue, il y a eu du contenu et il y a vraiment eu du fond sur la durée. Et la première saison, c'était comme ce Chelsea de cette année, il y avait des matchs de très haute qualité et il y avait des matchs où il passait sans. Et malheureusement, il y a de l'expérience qui joue dedans et il y a également cette non-adaptation pour l'instant de l'intensité de la première ligue à réussir à assumer tous les week-ends, tous les 3 jours quand il y a la Ligue des Champions qui se rajoute, de mettre le curseur très très haut. Et ces jeunes joueurs vont avoir cette capacité-là si on leur laisse le temps. Sans ce temps-là et avec beaucoup de pression, ces joueurs redeviendront soit lambda, soit partiront de Chelsea pour des clubs un petit peu plus inférieurs.
parce que malheureusement, on leur a pas laissé le temps de progresser et d'enchaîner un peu de compétition de haut niveau. Ça, c'est mon analyse. Ouais, avant de passer à Manchester United, l'avis de Riyad, on l'a pas entendu. Non, c'est pas un avis en fait, je voulais Ouais. faire une comparaison en fait, si Yacine était d'accord. Plutôt, justement, il jouait Liverpool ce week-end à Chelsea. Est-ce que ça ressemble pas un peu au début de projet de Liverpool avec Klopp, même si Klopp avait 10 fois plus d'expérience que Lampard, mais repartir avec une base britannique, proposer du jeu et ne pas se focaliser uniquement sur les résultats. Parce que Klopp lui aussi a balbutié, il a changé plusieurs fois son équipe. Il y a eu aussi quelques défaites, même de grosses défaites. Et voilà, est-ce qu'on pourrait pas faire une comparaison entre les deux projets? Si, c'est vraiment là comme tu l'as présenté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux projets. Et quand on voit par exemple le projet Klopp, hein, il y a maintenant plus de 2 ans, plus de 3 ans, on voit qu'au début c'était ça, c'était de la recherche, c'était beaucoup d'évolution tactique, beaucoup également de 11 alternatifs pour vraiment trouver la bonne osmose et trouver la bonne recette. Mais voilà, il y a cette identité britannique également. Le Liverpool l'a eu grâce à Robertson, grâce à Alexander Arnold, grâce également au bon vieux Briscard Milner qui est là et qui apporte un peu d'équilibre et d'expérience d'expérience Première Ligue dans ce vestiaire. Et à côté de ça, on ajoute quelques petits talents, quelques petites pépites, ce que Chelsea pour l'instant n'a pas pu faire cet été vu qu'ils étaient interdits de recrutement. Mais un Chelsea qui propose avec ce jeu-là, ce fond de jeu-là, spectaculaire, offensif, très intéressant, ça attirera de nombreux joueurs dès les prochains mercatos. Et quand on ajoutera un petit peu plus d'expérience à chaque ligne, avec un joueur par exemple par ligne d'expérience et s'inscrivant dans ce projet de Chelsea, renouveau de Chelsea, ça peut faire très mal, vraiment. Ouais. Bon, on va clôturer la page Chelsea-Liverpool et on va conclure ta rubrique avec ton dislike et le début du cataclysme du côté de United, hein, pour rappel, défaite 2-0 sur la pelouse de West Ham. Catastrophada au London Stadium, défaite de Manchester United contre West Ham. La série continue pour United où Manchester n'a plus gagné un match à l'extérieur depuis la victoire contre le Paris Saint-Germain au mois de mars. Toutes compétitions confondues, les amis. C'est une catastrophe. Aucun match gagné à l'extérieur depuis le mois de mars. Nous sommes fin septembre. C'est vraiment une catastrophe de la part de Manchester United sur les prestations à l'extérieur. Ouais. Et ce résultat contre West Ham est vraiment dans la continuité de cette débâcle où Manchester United a été dépassé sur tous les paramètres de jeu et où désormais il se crée aussi leurs propres problèmes, se complique encore un peu plus la tâche sur le plan physique parce que l'infirmerie commence à être bien remplie avec Marcus Rashford qui s'est blessé au cours de la rencontre et où Manchester United a terminé le match avec JC Lingard au poste de numéro 9. Les amis, vu que Rashford était blessé, vu que Martial est déjà à l'infirmerie et vu que Greenwood a été mis au repos du fait d'une petite contusion qu'il a eu lors du match en Europa League jeudi dernier contre Astana, et bien Manchester United n'avait plus d'attaquants, de neuf, de formation, que ce soit sur le terrain, mais également sur le banc. Et avoir Jesse Lingard, attaquant titulaire de Manchester United contre Arsenal, peut-être la semaine prochaine si Rashford et Martial se remettent pas, voire même Greenwood, au niveau de la communication, au niveau de la vitrine et au niveau de la compétitivité de Manchester United, face à Arsenal, ça sera vraiment une grosse catastrophe. Donc, espérons que cette semaine où il n'y a pas d'Europa League, l'infirmerie, on va dire, se réduit un petit peu parce que quand on voit également que Pogba est blessé depuis le retour de la trêve internationale, il y a également Luke Shaw au poste d'arrière gauche qui est blessé, donc on est obligé de se coltiner Ashley Young au poste de latéral gauche. Il y a beaucoup de manques et ça commence vraiment à être très inquiétant pour Ole Gunnar Solskjaer et pour Manchester United pour cette saison. On le voit, qu'ils sont encore en même nombre de points qu'un club par exemple comme Tottenham ou que Chelsea, mais à contrario par exemple de Chelsea,
Le fond n'y est pas. Et la forme même, avec un effectif aussi moindre et une infirmerie aussi pleine, ça peut être très très compliqué. Arsenal lundi, Liverpool les amis dans 2 semaines, ça se trouve dur, très très dur. Ça va être corsé. Je posais la question directe, est-ce que Solskjaer est encore l'homme de la situation du côté de United? C'est compliqué à répondre, ma sordine, parce que pour l'instant, comment t'expliquer? C'est que là, la situation à Manchester United n'est pas de l'ordre de Solskjaer ou pas de Solskjaer, c'est déjà de l'ordre de la qualité de l'effectif. Et quand on voit, par exemple, la politique de transfert de Manchester United cette année, où il y a eu vraiment un mercato 100% britannique, avec donc l'arrivée de Wan-Bissaka, l'arrivée de Daniel James, qui se sont rajoutés. Quand on voit les départs massifs, par exemple, d'Alexis Sanchez, de Romelu Lukaku, d'Ander Herrera, et la mise en place de jeunes de l'académie directement dans l'effectif professionnel, comme Mason Greenwood, comme Tai Chong, comme Angel Gomez ou encore Axel Tuanzebe, ça montre que là, Manchester United, du top 6, des 6 grands clubs en Angleterre, c'est l'équipe qui a la moyenne d'âge la plus faible de ce top 6. Ça frôle le 24, 23, 24, 25 ans, quand des fois on triche un peu quand il y a Ashley Young qui est titulaire, mais autrement, la moyenne d'âge est vraiment très très jeune. Et Ole Gunnar Solskjaer fait pour l'instant avec les moyens du bord, fait encore même plus qu'avec les moyens du bord, parce qu'avec une infirmerie aussi pleine, les choix sont moindres. Donc, il faut pour l'instant lui laisser du temps, et j'espère que cette infirmerie va se vider pour lui permettre d'avoir plus de choix et plus de profondeur pour être compétitif entre toutes les compétitions. Parce qu'autrement, l'automne s'annonce très très difficile du côté de Manchester. Ouais, Riyad, un mot pour la situation à United. Est-ce que Solskjaer, il n'aurait pas dû justement cet été taper du poing sur la table par rapport au recrutement? Que, je sais pas, par exemple, Lukaku ne soit pas remplacé, malgré, Lukaku, peut-être qu'il faisait pas l'unanimité, mais en tout cas, en nombre, il fallait un attaquant, et il l'a jamais eu, donc à un moment donné, Solskjaer, moi je pensais l'année dernière que c'était pas c'est un bon choix pour intérim de Mourinho, mais après, pour pérenniser le projet pour un club comme Manchester, à mon avis, il aurait fallu au moins une grosse tête sur le banc, et Solskjaer, je le pense encore que c'est pas l'homme de la situation. Mais peut-être qu'il aurait dû, justement, pour se faire respecter un peu plus, taper du poing sur la table cet été et demander plus de recrues. Parce que là, si Manchester... Au-delà, Riyad, de la grosse tête sur le banc que toi, tu aimais comme priorité à Manchester United, la priorité que United avait mis en place et mis en lumière à partir de fin mars, début avril dernier, donc à partir de la fin de saison dernière de Manchester United, c'était de réorganiser, de revoir l'organigramme du club avec la création d'un poste de directeur sportif, ce que Manchester United n'a jamais eu dans son organigramme depuis son existence, donc depuis plus de 100 ans. Mais là, le problème, c'est qu'à la tête de Manchester United, il y a Ed Woodward. Et Ed Woodward est un parfait homme de business. Manchester United n'a jamais eu une santé économique aussi forte que depuis l'arrivée d'Ed Woodward à la tête du club. Mais le problème, c'est que Ed Woodward gère aussi le sportif. Et le sportif, il ne connaît pas. C'est un ancien homme d'assurance, un ancien homme de business. Il travaillait dans le privé, dont le sponsor AON, l'un des sponsors de Manchester United. Mais sur le sportif, il ne connaît rien. Et le problème, c'est qu'on voit que sa politique de mercato depuis son arrivée en 2013, il y a beaucoup plus de flops que de tops. Et l'arrivée d'un directeur sportif était donc la priorité. Donc tout le club attendait cela cet été, il n'y en a pas eu. On parlait d'Edwin van der Sar qui occupe le même poste à l'Ajax et où il n'a jamais décliné une possibilité de venir, mais les offres n'ont jamais été concrètes. On parlait également d'une ancienne légende du club comme Rio Ferdinand ou comme Darren Fletcher, voire même un délaissement de Ryan Giggs à la tête de la sélection galloise pour devenir directeur sportif de Manchester. Et
Heureusement, il n'y a eu aucune arrivée. Le poste de directeur sportif n'existe toujours pas à United. Et c'est pour ça qu'il y a des mercatos qui sont incompréhensibles et qui sont illisibles. Quand nous, voilà, passionnés de football, on voit le mercato d'United. À chaque fois, chaque été, chaque année, il n'y a rien de concret. Des fois, il y a plus de départs que d'arrivées. Il y a beaucoup d'arrivées sur un certain poste, mais il n'y a rien, par exemple, dans un autre poste. Et cela, ça montre l'incompétence d'Ed Woodward sur cette politique de mercato. Et j'espère vraiment et profondément qu'une arrivée d'un directeur sportif va se faire au cours de la saison et au mieux, j'espère, avant le mercato d'hiver pour essayer de régler, peaufiner cela et d'avoir vraiment une tête à la tête du sport et une tête Ed Woodward qui est vraiment excellent à ce niveau-là au niveau marketing. Je l'espère, parce qu'autrement Manchester United va continuer à s'emmêler les pinceaux et à ne pas être compétitif sur le plan national et européen. Ouais, bon, en tout cas, ce sera le mot de la fin de cette chronique, Yacine. On te retrouve, bien évidemment, vendredi pour évoquer une nouvelle fois l'actualité de la Première Ligue et de Manchester United, hein, si tu as des infos entre-temps. Et puis, on te souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur nos ondes, Yacine. Super les amis, merci à tous et puis d'ici on va dire avant vendredi j'annoncerai donc la date, l'heure et l'endroit pour l'octogone avec Riyad, hein, donc restez branchés les amis. Ah c'est bon ça, j'aime ça. C'est un peu d'argent à toucher moi je pense. Ouais, c'est bien, on va négocier tout ça bien évidemment, voilà, c'est l'annonce. C'est l'annonce de la soirée, Octogone Yacine Riyad, c'est la grosse annonce de ce soir. Merci Yacine en tout cas. Merci les amis, bonne soirée. À vendredi. À vendredi, ciao Yacine.